Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de temps et de relativité. On a toujours appris que le temps est le même partout. Une seconde sur Terre équivaut à une seconde sur Mars ou même à une seconde près d'un trou noir. Mais c'est complètement faux. Car depuis environ 100 ans, Einstein a démontré que le temps est élastique, qu'il ralentit, qu'il s'étire et qu'il peut presque même s'arrêter. D'ailleurs, on le verra par la suite, les GPS en sont un bel exemple. Revenons un peu en arrière, avant 1905. Tout le monde, même les plus grands physiciens, pensaient que le temps était absolu. Ils imaginaient une grande horloge cosmique donnant la même heure partout dans l'univers. À l'époque, on mesurait le temps avec des horloges mécaniques et on pensait que si deux horloges étaient bien réglées, elles battraient forcément au même rythme, peu importe l'endroit ou le mouvement qu'on leur imposait. Newton l'avait écrit: le temps s'écoule de manière uniforme, sans relation avec quoi que ce soit d'extérieur. C'était logique, intuitif, mais faux. Jusqu'à l'année 1905. Cette année, un employé de bureau de 26 ans, au brevet de Berne, Albert Einstein, publie un article de quelques pages qui va balayer définitivement cette idée, la relativité restreinte. Il part de deux postulats très simples. Le premier, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Si on est dans un train qui roule tout droit à vitesse constante, on peut faire des expériences comme si on était immobile. Et le deuxième postulat, la vitesse de la lumière dans le vide est toujours la même, peu importe si la source ou l'observateur bouge. À partir de là, la conclusion est inévitable. Le temps ne peut plus être absolu. Il dépend de la vitesse relative entre l'observateur et l'objet observé. Si on prend le fameux exemple du train se déplaçant à très grande vitesse vers la droite et passant devant un observateur immobile sur un quai, au moment où le train passe, deux éclairs frappent simultanément l'avant et l'arrière du train. Pour la personne sur le quai, les deux éclairs sont simultanés. Dans son référentiel, les horloges placées à l'avant et à l'arrière du train, synchronisées dans ce référentiel, indique que les deux éclairs se produisent exactement au même instant. Donc pour cette personne, les événements sont synchrones. Pour la personne dans le train, en mouvement par rapport au quai, la situation est différente. Elle rencontre d'abord la lumière de l'éclair situé à l'avant, puis celle de l'éclair à l'arrière, car le train se déplace vers la droite, donc vers l'éclair avant. La lumière de l'éclair avant voyage vers elle, vers la droite, et la personne se déplace aussi vers cette lumière, donc elle la rencontre plus vite. La lumière de l'éclair arrière doit en quelque sorte rattraper le train qui s'éloigne d'elle, donc elle met plus de temps à l'atteindre. Et selon la relativité restreinte, ce n'est pas seulement une question de perception, dans le référentiel du passager, les deux éclairs ne se produisent réellement pas au même moment. Celui de l'avant arrive bien en premier. Cette expérience montre que la simultanéité est relative. Deux événements qui semblent simultanés pour un observateur ne le sont pas forcément pour un autre qui est en mouvement. Il n'existe pas de maintenant absolu et universel, tout dépend du référentiel dans lequel on se trouve. Et ce n'est pas tout. La relativité implique deux autres conséquences fondamentales avec ce train filant à une vitesse proche de celle de la lumière. La première, la dilatation du temps. Pour la personne sur le quai, une horloge dans le train semble tourner plus lentement. Si elle indique qu'une seconde s'est écoulée, l'observateur sur le quai verra que plus d'une seconde s'est écoulée sur sa propre montre. En clair, le temps passe plus lentement pour celui qui se déplace à très grande vitesse. Donc plus on va vite, plus le temps ralentit. Et la deuxième conséquence, la contraction des longueurs. Pour la personne sur le quai, le train en mouvement paraît plus court que lorsqu'il est à l'arrêt. Si le train mesure 100 mètres, quand il est immobile, l'observateur sur le quai le verra raccourci dans le sens du mouvement, peut-être 80 ou 50 mètres selon sa vitesse. Conclusion, plus un objet va vite, plus il se contracte dans la direction de son déplacement. L'espace et le temps ne sont pas absolus et figés. Ils se déforment selon la vitesse à laquelle on se déplace. Et la preuve dans la réalité, les muons cosmiques. Tout ce qu'on a vu précédemment peut sembler théorique, mais on a la preuve concrète
tous les jours que tout ça est bien réel grâce au muon. Un muon est une particule créée très haut dans l'atmosphère, à environ 15 km d'altitude, quand des rayons cosmiques percutent des atomes d'air. Mais il vit à peine 2 microsecondes avant de se désintégrer. Donc même en filant à 99,9% de la vitesse de la lumière, il ne devrait parcourir que 600 mètres avant de disparaître. Mais alors, comment font-ils pour atteindre le sol à 15 km de distance ? La réponse, c'est la dilatation du temps. Du point de vue du muon, le temps passe normalement pour lui, mais la distance à parcourir se contracte, donc les 15 km deviennent quelques centaines de mètres grâce à la contraction des longueurs. Du point de vue d'un observateur au sol, c'est l'inverse. La distance reste 15 km, mais le temps du muon ralentit tellement qu'il vit bien plus longtemps, assez pour atteindre la Terre. Résultat, des milliers de muons traversent notre corps chaque seconde. Et ils sont la preuve vivante que la relativité d'Einstein n'est pas qu'une théorie abstraite, c'est la réalité de notre univers. La vitesse n'est pas le seul facteur qui déforme le temps. 10 ans après la relativité restreinte, Einstein démontre avec la relativité générale que la gravité produit exactement le même effet. La gravité n'attire pas simplement les objets, elle courbe l'espace-temps. Et plus la courbure est forte, plus le temps ralentit. Par exemple, une horloge au sommet de l'Everest bat plus vite qu'une horloge au niveau de la mer de quelques dizaines de microsecondes par an. C'est minuscule, mais on le mesure avec des horloges atomiques ultra précises. Un autre exemple, les satellites GPS. Ils sont à environ 20 000 km d'altitude, la gravité est donc moins importante, leur horloge avance de 45 microsecondes par jour par rapport à nous. Mais ils vont aussi très vite. Il y a donc un effet de relativité restreinte qui les fait retarder de 7 microsecondes. Le résultat est que les satellites avancent de 38 microsecondes par jour. Sans correction relativiste permanente, notre GPS se tromperait de 10 km par jour. Un dernier exemple, près de l'horizon d'un trou noir, le temps est tellement dilaté que pour un observateur lointain, une personne qui tombe semble mettre une éternité à franchir l'horizon, alors que pour la personne qui tombe, tout est normal. Deux réalités temporelles totalement différentes. Ces phénomènes ont des conséquences philosophiques. Il n'existe pas de maintenant universel. Notre maintenant sur Terre n'est pas le même que celui d'un habitant d'Alpha du Centaure. Le passé, le présent et le futur sont tout aussi réels dans le bloc d'espace-temps. Ce que nous appelons futur est déjà là, quelque part, pour un autre observateur. Et le temps n'est pas une flèche universelle. Il a un débit différent selon la vitesse et la gravité. Einstein lui-même, à la mort de son meilleur ami Michel Bessot, écrivit à sa famille « Pour nous physiciens croyants, la séparation entre passé, présent et futur n'a que la valeur d'une illusion, aussi tenace soit-elle. »